C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Et ce matin, dans C'est nouveau, ça m'intéresse, eh bien, je vous propose une rencontre avec un artiste de renommée internationale. Il s'agit de Julien Marinetti ou Giuliano Marinetti, avec l'accent. C'est quand même bien plus sympathique. Bonjour Giuliano. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, Marinetti, ça va avec Giuliano. Ah bah écoutez, quand on a un nom comme ça, il faut le dire avec l'accent. C'est la Méditerranée aussi. Hein. Alors vous êtes un artiste, je le disais, de renommée internationale. Vous êtes un très grand spécialiste de l'art, et puis vous êtes le créateur, ça va peut-être parler davantage aux gens, de ce fameux Doggy John. Doggy John, oui, c'est qui ce Doggy John, ça? Alors, moi, je peins, évidemment, je peins Grande Chaumière dans les années 80, j'avais 12-13 ans. Donc depuis l'âge de juste après le bac, en fait, dans les années. Oui, vous êtes un passionné, on va le dire dans un instant. Oui, absolument. Quand même Histoire de l'art, et puis après toutes les écoles de beaux-arts possibles. Mais je me suis toujours dit que finalement peut-être que de la Renaissance, enfin du monde romain, grec, romain, jusqu'à la Renaissance, en passant par le Moyen Âge, jusqu'à l'art le plus monochrome possible, tout a été presque inventé. Oui. Donc j'avais toujours dans l'idée qu'il fallait peut-être fouiller ailleurs. Et au lieu de copier systématiquement comme je le faisais, mais ce qui est très bien d'ailleurs, copier ses aînés c'est bien. D'ailleurs Francis Bacon disait que c'est très bien de copier. Mais tous les artistes commencent comme ça. Oui, alors Picasso disait je ne copie pas, je vole. Francis Bacon disait je ne copie pas, mais copier c'est bien finalement, mais à condition d'aller plus loin. Ça permet de trouver sa voie. Oui, enfin c'est Michael Pépiat qui donne qui relaie l'info. Et puis Michel-Ange, je crois, en 1523, disait « Il est bon de savoir ce que font les autres, mais il n'est pas bon de le faire après eux. » Mais ça, c'est de la copie pure. Donc, il faut aller plus loin. Donc, je m'étais toujours dit, peut-être qu'il faut aller plus loin, mais aller plus loin, tout a été fait. Depuis le 5e siècle de la Grèce classique, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant de se dire qu'en 2500 ans, il manque quelque chose. Bon, je ne pense pas. Donc, en fait, j'ai créé simplement un pont entre le monde de la sculpture, c'est-à-dire le monde de la tridimension et le monde de la peinture. Voilà, c'est ça. Donc, on revient à ce Doggy John. C'est une sculpture d'un bulldog. C'est une sculpture peinte et l'espace plan de sa surface devient un espace pictural. Oui. Tout simplement. Alors, justement, ce qui vous définit vraiment très bien, Giuliano, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'en France, on cloisonne les gens et notamment les artistes. Or, vous faites fi de cela. Vous êtes un artiste vraiment, on va le voir, un artiste vraiment dans l'âme, et vous prenez tout ce qui est à votre disposition pour vous exprimer. Est-ce que c'est comme ça que vous vous définissez? Alors absolument. Néanmoins, j'ai quand même un dogme. Je ne veux pas travailler des matières comme le plastique. D'abord pour des raisons de pollution, pour des raisons, toutes les raisons qu'on connaît actuellement. Même les poissons sont infectés par cette horreur. Non, j'ai quand même des dogmes, mais ceci dit, c'est vrai que je suis libre. Le jour où on explique à quelqu'un que j'ai pris une sculpture en bronze, que j'ai faite moi-même d'ailleurs, parce que j'ai pas utilisé un scanner comme on le fait maintenant, j'ai utilisé de la terre de manière très traditionnelle. J'ai fait ce chien qui est un bulldog français, et sa surface m'a servi au départ de collage, comme le faisaient certaines personnes dans le monde de la mode, dans les années 2000 approximativement. Et juste après, je me suis dit, je vais me servir de cette surface pour faire évidemment une picture. C'est votre toile. Voilà, c'est ma toile. C'est-à-dire que si je développe la surface, j'obtiens un tableau avec une composition, et la composition picturale, elle dépend, ça tout le monde le sait, mais de trois grandes lignes que sont l'horizontale, la verticale et puis l'oblique. Ce qui recrée d'ailleurs sur une surface le monde de la tridimension. Puisqu'un cube, si je le mets en perspective, j'ai bien une horizontale, une verticale et une oblique. Ah oui. Et en fait, il y a beaucoup de réflexion derrière tout ça. Oui, mais c'est très analytique. Mon travail est extrêmement analytique. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne autant depuis presque 16 ans. Oui. Alors justement, de manière magique, parce que si on explique qu'on peint un chien, tout le monde se dit mais c'est quoi cette affaire? Mais je suis un vrai peintre de beaux-arts depuis toujours. J'ai une formation classique, académique,
impressionniste. Ouais, on sent que vous avez, tout. il y a une vraie passion derrière cela. Ah, et moi, ça c'est a mon commencé métier, très tôt. Pour nous faire découvrir votre univers, parlez-nous d'abord peut-être de qui vous êtes. Comment est-ce que cette passion vous est venue très très vite, hein, je crois. Alors c'est pas vraiment. Alors on va. C'est plus qu'une oui, passion. C'est pas une passion. C'est une passion. En effet, oui. On va vulgariser un peu, mais c'est une passion. Mais au-delà du mot, au-delà de ce qu'on appelle la passion, au sens figuré comme au sens propre, il y a ce que j'appelle moi une évidence. C'est-à-dire que c'est une seconde nature. Voilà. Quand on est enfant, on dit j'ai soif, maman, et après, quand on est adulte, on boit sans se poser la question et sans demander. Et là, il y a en effet une soif. Moi, je me souviens mes premiers émois en peinture, c'est l'impressionnisme, c'est Claude Monet, Pissarro, c'était le Grand Palais quand j'avais 8-9 ans avec mes parents. Et bon, je crois que moi, je sortais très peu. Après le bac, je crois que j'étais très, très enfermé dans une boîte qu'on appelle un atelier. Alors, j'avais pas l'atelier à l'époque. Mais en tout cas, c'est vraiment un phénomène qui m'a capturé, qui m'a captivé dès la petite enfance. Parce que j'ai des tableaux qui datent de vraies peintures à l'huile, qui datent de 70-71. Donc, j'ai 4 ans, donc j'ai vraiment les mains dans la peinture à l'huile et les pinceaux. Ouais, et on sent qu'il y avait quand même une certaine gournandise, hein, mais que vous avez toujours. J'avais une soif d'apprendre. Je voulais faire ce qu'on appelle techniquement ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire en fait un travail de surface, par exemple. Très très tôt, j'ai appris à faire des dégradés, faire des volumes extrêmement tôt, faire des perspectives, des points de fuite, pi, fi. J'ai appris tout ça extrêmement tôt. Je me suis pas trouvé comme actuellement beaucoup d'artistes qui se trouvent une velléité de créatif à 40 ans en sortant du milieu de la médecine, de la pub ou de ce qu'on veut. Hein. Mais moi réellement, ça date depuis toujours. Quoi. Oui, et c'est pour ça que l'on parle de seconde nature finalement. Et c'est aussi pour ça que je dure, parce que le fait de connaître un métier parfaitement permet de progresser inéluctablement, puisque je rebondis systématiquement sur ce que je fais. Et quand je sens qu'une techné en grec, quand je sens que la technique est suffisante, mais que la créativité se perd parce que à force de faire des choses dans la même veine, dans le même courant, on arrive à épuiser un peu comme un mineur qui cherche de l'or. Faut qu'il passe à une nouvelle veine. Alors moi, je rebondis toujours. C'est ça. Comment créez-vous? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? À partir de quand peut-on considérer, quand on est un artiste, que le travail que l'on fait est terminé? Parce qu'il y a Léonard de Vinci qui a passé je sais pas combien d'années pour une seule œuvre. Oui, alors Léonard, c'est un débat très particulier parce que Léonard de Vinci a laissé très peu d'œuvres. Oui. Or, pour avoir un niveau technique de ce niveau-là, il faudrait en avoir fait peut-être 1000. Moi, j'ai fait à peu près 12 000 œuvres dans ma vie. J'ai dû en distribuer et en vendre, parce que je donne pas mal d'œuvres, au moins 7500 ou 8000 œuvres. Est-ce que vous êtes toujours satisfait de votre œuvre une fois j'ai jamais été satisfait. Je déteste mon travail. Je le déteste. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un conflit permanent pour progresser et puis pour modifier. Quand je vois ce que je faisais avant, je me dis c'est pas vrai, j'ai pas fait cette horreur. Ouais. Donc ce qui vous motive finalement, c'est la recherche de la perfection. Bien sûr, mais aucune complaisance. Je suis pas de ces artistes qui vont afficher leur tableau chez eux. Chez moi, non. Chez moi, il y a du Chagall, du Picasso, des choses comme ça, mais certainement pas. Et puis des toiles, bien sûr, de la Renaissance, des toiles comme, je sais pas moi, Jacopo Bassano, des gens de la Renaissance italienne, de la Renaissance entre le maniérisme et le baroque. Quand on franchit les années 1580-1620. Ce qu'on comprend finalement, c'est que dans votre travail, il y a des influences multiples. Est-ce que vous vous revendiquez d'un artiste particulier ou bien non, vous vous dites c'est l'univers artistique international qui me... Alors, je me revendique de deux choses. Je pense qu'on peut pas être artiste si on n'a pas une base, un peu comme un médecin. Il faut une base parfaite. On peut pas demain devenir, on peut pas passer de conducteur d'ambulance à chirurgien neurologue du jour au lendemain. Il faut nécessairement passer par un savoir. Donc je pense qu'un artiste, c'est avant tout quelqu'un qui a une technique parfaite. Et là, on retourne aux sources du 5e siècle, par exemple, avec l'école d'Argos, Miron. Mais après, en allant plus vers l'Empire romain, c'est-à-dire 27
avant Jésus-Christ, 26-27. Là, on retombe vers des Pasitélès, c'est des gens qui avaient une technique parfaite. Donc, je pense que la première chose à faire pour un artiste, c'est d'avoir une technique parfaite, une technique idéalisée. Et ensuite, avoir une poésie, une technique. Alors, la technique, c'est bien. Si elle n'est pas poétisée, elle n'est pas créative. C'est ça. Quelle est la différence entre un tableau qui est extrêmement bien réalisé, si vous voulez, la copie, hein, un artisan. Alors, ça s'appelle un artisan. Un artisan. Quelle est la différence entre une copie d'un tableau de Léonard de Vinci et le vrai? Alors qu'à l'œil nu, on peut pas voir la différence technique. Alors, je vais répondre à ce qu'on peut répondre de manière évidente. Ben, le premier qui l'a fait. Le premier, c'est Léonard. Uniquement, c'est une question de bah, c'est l'inventeur. Est-ce qu'il n'y a pas une profondeur, finalement? Si, bien sûr. Mais alors, qui la sent, la profondeur? Est-ce que celui qui regarde, le spectateur, n'est-il pas aussi artiste? Mais il faut retourner à l'essence même de celui qui a copié. Celui qui a copié est un copieur. Il a copié une surface déjà existante. Quand Léonard crée une œuvre, mais même Picasso, je pense aux Demoiselles d'Avignon, ou je pense à d'autres toiles revendicatives. Picasso a fait peu de toiles revendicatives, mais je pense 1937 Guernica ou l'Indochine quand il a dénoncé les massacres. Mais à ce moment-là, on peut voir qu'il y a une profondeur évidente. Pour une raison simple, c'est que son œuvre, elle est cérébralisée et ensuite appliquée. Celui qui copie, c'est celui qui va uniquement appliquer ce qui est déjà appliqué. Aucune cérébralisation dans la copie, c'est que de la technique en mesurant. Oui, mais alors ne me dites pas que l'artiste est quand même celui qui fait pour la première fois quelque chose, parce que ça va bien plus loin tout de même. Alors il y a 3 registres. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Francis Bacon. Il est bien de copier les autres, mais à condition d'aller plus loin. Parce que si on copie... Moi je suis copié par... Alors, moi, j'ai 2 sortes de copieurs. J'ai des gens qui s'amusent à créer des sculptures sur lesquelles ils vont appliquer des coups de bombe, un peu de peinture, des drippings, des choses comme ça. Ouais. Mais ça, je leur en veux pas du tout, d'ailleurs. Mais ils vont pas plus loin, ils vont moins loin parce que ils ne font que du travail un peu enfantin sur des sculptures qui sont un peu enfantines. Parce qu'une sculpture de chien... Alors, c'est vrai que dans les années 2003-2004, les sculptures n'étaient pas peintes. Elles étaient monochromes, on avait des surfaces en bronze avec des verres de gris ou des patines, mais il n'y avait pas une petite histoire dessus. Il n'y avait pas une figuration appliquée sur la surface. Ouais. Alors en vous écoutant, Giuliano Marinetti, je répète votre nom pour que les auditeurs qui viennent de prendre l'émission sachent qui vous êtes. Quand on a cette passion, quand on sent que vous avez cette envie dévorante là de tout savoir, de tout apprendre et puis de vous exprimer, ne me dites pas que ça ne vient pas de quelqu'un dans votre famille. À la naissance, il y a bien eu dans la famille des influences. Si, bien sûr. Oui, racontez-nous un peu votre histoire de famille. J'avais un père qui avait une âme d'artiste. Il était très bricolo, comme on dit. Bricolo, hein. Je dis bien bricolo. Le bricoleur du dimanche. Ouais, c'est ça. C'est un monsieur tout à fait incroyable. Et plus je vieillis moi-même, on va dire plus je grandis, il m'a quitté depuis longtemps, mais je le trouve de plus en plus incroyable. C'est poétique. Il avait une certaine poésie. C'était un vrai poète. C'était quelqu'un qui avait été broyé par la guerre. Il était né en 1920, donc il était assez âgé pour être mon papa, mais il m'a parlé de la vie de manière un peu différente. Il était un peu désabusé, je pense. Il savait pas trop se placer. C'est très compliqué d'avoir vécu la Seconde Guerre mondiale pour toutes les raisons que l'on sait. D'ailleurs, sur cette radio, on le sait encore mieux. Mais mon père, qui l'avait vécu, m'a expliqué beaucoup de choses sur l'espèce humaine, l'esprit humain. Et puis, alors ça, c'est l'esprit. Et ensuite, mon père aimait beaucoup tailler les pierres. Donc il lui arrivait de prendre ce qu'on appelle un ciseau, mais là c'était plutôt un burin et un marteau, mais on appelle ça une massette et un ciseau dans la terminologie. Et il faisait des espèces de personnages anthropomorphes, mais dans la pierre de taille. Et ça m'est venu très vite. Ensuite, j'avais un grand-père qui avait été otage pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, qui était le père de ma mère. Alors lui, c'était un garçon il était médecin et il était aussi artiste peintre. Il était rentré, je crois, en première année des Beaux-Arts, immigré italien, première année des Beaux-Arts, et puis ses parents, il fallait nourrir la famille, donc il s'était dit je vais faire médecine. Et voilà.
Donc, bah, mais c'est pas plus compliqué. Donc j'ai eu une influence immédiate. Voilà, ces deux hommes, vous les avez bien quand même connus dans votre enfance. Votre papa, vous l'avez eu longtemps. Oui. Vous l'avez, donc il vous a. Oui, il m'a formé. Et puis c'était. Mais ma mère également. Ma mère est une intellectuelle, une véritable intellectuelle, une véritable érudite. Si on apprenait des listes de mots, on se faisait tenser. Et si on n'apprenait pas des listes de mots avec. Et c'est comme ça que vous avez appris aussi la liste des œuvres d'art que vous connaissez par cœur. Bien sûr, j'ai un frère qui est universitaire, qui est prof d'université, qui est un grand docteur en lettres, mais on a toujours été dans cette ambiance. Alors c'était une ambiance très bohème, années 70, un peu gaucho, pattes d'éléphant. Oui. Les parents, les amis de mes parents, c'était des familles ashkénazes qui habitaient le 6e, qui avaient souffert pendant la guerre. Ouais. C'était très baba ashkénaze. Ah ouais, tiens. Très baba ashkénaze. Vous allez nous parler de cet environnement juste après la pause. À tout de suite. Et on se retrouve dans la seconde partie. Oui, on papote pendant la pub. J'ai le grand plaisir de recevoir Giuliano Marinetti, ou vous le connaissez peut-être sous le nom Julien Marinetti. En France, c'est peut-être plus facile de dire. D'ailleurs, vous préférez quoi, Julien? Giuliano ou Julien? Oh, j'aime les deux. Je peux pas renier mes origines italiennes. Vos parents vous appelaient comment? Alors, on m'appelait Juju. Bah oui, c'est plus facile. Ce qui est une troisième possibilité. Non, on m'appelle plutôt Julien, mais néanmoins, c'est vrai qu'on peut m'appeler Giuliano. Oui, et en tout cas, votre nom d'artiste, vous signez vos œuvres. Vous signez vos œuvres. Moi, je signe les œuvres Marinetti. Marinetti, uniquement votre nom de famille. Comme ça, vous incluez votre papa avec. C'est très important parce que quand je vois le nombre d'artistes qui vont se dissimuler derrière Oui. Je vous en prie. Derrière un petit surnom, je ne peux pas renier ni mon père ni ma mère, donc je ne renie personne. Je suis fier de porter ce nom et ce prénom. Donc non, je signe, Julien Marinetti. Je suis très content. Est-ce qu'il y a une œuvre, une réalisation, je veux dire une réalisation qui vous tient plus à cœur, des vôtres, bien sûr, qui vous tient peut-être plus à cœur dans votre parcours? Vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes exposé dans le monde entier, vous avez énormément voyagé. D'ailleurs, vous me disiez en antenne. J'ai beaucoup de places publiques. J'ai des places publiques en Asie, un peu de partout. Mais... Voilà, vous me disiez aussi. Oui. J'ai pas une œuvre prépondérante particulière. Je pense que toutes les œuvres sont contextualisées à un moment donné. Mes œuvres pour aller dans la direction peut-être de Fernand Léger, Matisse ou le grand Picasso ou l'art africain d'ailleurs, parce que tout à l'heure d'ailleurs je digresse, je voudrais digresser là 1 minute, mais je vous en prie. Tout à l'heure vous m'avez demandé si une quelconque origine de ma créativité. Je dirais c'est pas un artiste en particulier, j'en ai deux. J'ai la peinture extrêmement classique, académique, de la Renaissance, et ensuite l'art tribal, l'Océanie. Alors l'Océanie puis l'art africain bien sûr. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, mais en ce qui concerne Fernand Léger, Picasso, Matisse, tous ces gens-là, on n'avait pas un plan, on n'avait pas particulièrement un plan de carrière, on n'avait pas un plan de réalisation. Je fais les œuvres de manière très subconsciente, pas inconsciente, mais je travaille toujours sur des registres où j'ai envie de dire mon cerveau de manière subconsciente me suffit. Donc je suis entre un ça et un surmoi, une espèce d'oscillation entre les deux. Votre inspiration, vous savez pas trop où elle est, mais en tout cas vous la suivez. Non, je me dis pas tiens, je vais dénoncer, je sais pas, le coronavirus, c'est pas bien, la Chine, le Staline. Voilà. Non, j'ai pas d'idée là-dessus. Je fais pas particulièrement de politique, même si pas mal de politiques m'ont demandé de participer, de les accompagner. Oui, dans la culture ou. Non, vous avez une grande liberté à vous laisser exprimer ce que vous ressentez sur le moment. Voilà, je suis un humaniste. J'essaie d'être le plus humaniste possible. D'ailleurs, si on me demandait comment je vois l'avenir, donner à manger à tous les mômes. Mais c'est vrai. C'est pas de la démagogie. Oui, mais c'est pas de la démagogie. Je donne des œuvres à toutes les associations pour essayer de. J'achète des chiens d'aveugles chaque année pour des enfants. Un chien d'aveugle, c'est quand même presque 24 000 euros. Oui, bien sûr. Donc j'achète des chiens d'aveugles, je lève. Mais je fais ça. À votre niveau, vous essayez de réparer le monde.
Bah, c'est irréparable. Hein. Alors, vous avez totalement irréparable. Vous avez beaucoup voyagé, et notamment, vous me le disiez hors antenne, vous allez très souvent en Israël. Est-ce qu'il y a en Israël et à travers aussi les artistes juifs ou l'art juif, s'il existe, hein, encore, c'était un long débat de savoir si un art juif existe. Est-ce que là aussi vous trouvez, puisque vous étiez dans le milieu ashkénaze, vous me disiez. Oui, moi je me souviens de Raya Sorkin quand j'étais petit. Moi j'adore Chagall. J'ai une passion pour Chagall, mais vraiment Chagall, je le mets au niveau des Matisse, des Picasso, des Léger. D'ailleurs, Chagall est un petit peu en dessous, ce qui est dommage. Qu'est-ce qui vous plaît? Chez Chagall, on peut pas le décrire. Il faut aller au musée de Tel Aviv. Il y a un Chagall sublime, une vache, un rabbin. C'est vraiment l'un des plus beaux tableaux que je connaisse. Mais il faut aller également au musée d'art contemporain de Tel Aviv, parce qu'il y a un triptyque de Francis Bacon qui est hallucinamment sublime. Bien sûr, il y a des Picasso, bien sûr, il y a beaucoup d'impressionnisme, beaucoup de Pissarro. On peut pas décrire, les grands sont les grands. De toute façon, vous savez, on peut crier toute la journée, je suis le meilleur, mais c'est pas à vous de le dire. Je suis le plus beau, c'est pas à vous de le dire. Le public a toujours raison. C'est le public a toujours raison, parce que le public est très rationnel dans l'instant, même si ça semble irrationnel. Il veut se faire plaisir, et c'est seulement le temps et l'histoire qui donnent raison ou qui donnent tort à ce public. Je pense que la post-rationalisation que l'on trouve grâce au temporis, au chronos, c'est-à-dire avec le temps qui passe, ça s'appelle l'histoire. Et l'histoire rejette ce qui était faux et donne raison à ce qui était vrai. C'est la machine à laver de l'art. On peut tous faire un chef-d'œuvre. On peut tous durer quelques jours dans l'art. On peut tous prétendre qu'on ne vend rien, mais qu'on est un artiste muséalisé ou muséal, ça c'est abominable. On se dissimule là derrière. Alors qu'en fait, il faut plaire au plus grand nombre. Si on plaît qu'à une seule personne, c'est un peu égotiste. Ça. Donc finalement, ce qui fait l'art, c'est la célébrité à terme. À terme, la célébrité. Je pense que quand on dépasse un certain temps, je pensais à des artistes, même certains artistes qui font des œuvres simplettes. J'ai pas dit, peut-être pas simplettes, mais simplistes. À un moment donné, ils peuvent plaire. Après, ça passe de mode. Les matériaux ne sont pas les bons, les couleurs sont simples. Mais à un moment donné, ça plaît. Il y avait une case à remplir, ils l'ont remplie, cette case. Donc, moi, je leur en veux pas. En fait, l'art, c'est très libre. Il n'y a pas de cloisonnement. Alors, on va me parler de Beaubourg, les institutions, les fracs, tout ça, mais pourquoi pas? De toute façon, la réalité, elle est là. Celui qui a apprécié une tache noire sur un tableau tout blanc, c'est très bien. Mais par contre, l'histoire de l'art et le temps, l'histoire, globalement, ne pardonne rien. Rien. Quand on a menti, on a menti. On dit de vous que vous êtes un artiste iconoclaste. On vous sent très, très libre, en effet. C'est ce qu'avait dit le New York Times. Il l'avait appelé l'iconoclaste. Oui, bon. On vous sent libre, en tout cas. On sent que vous suivez votre ligne et que vous n'êtes pas influençable par le monde artistique. Non, mais parce que j'ai inventé une écriture qui s'appelle le syncrétisme de l'art. Absolument. Qui est la conjonction entre le monde de la peinture, le monde de la sculpture, la gravure, et puis si on veut aller plus loin avec ce vernis qui est dessus, qui est une laque, cette espèce de médium qui va créer la grammaire globale et la syntaxe de l'œuvre. Alors, si on a envie de découvrir votre univers, Giuliano Marinetti, dites-nous où est-ce qu'on peut vous voir? Est-ce que vous avez des projets, là, des envies qui arrivent, que vous allez réaliser très prochainement, et puis des espoirs un peu plus lointains? Alors, j'ai bien sûr, j'ai des projets, j'ai constamment des expos dans le monde entier. Là, je vais avoir une rétrospective. En fait, je n'aime pas exposer seul. J'aime pas être confronté à moi-même. Je trouve ça assez vaniteux. Donc non, je vais exposer avec des artistes reconnus, avec Botero, Picasso. Je vais faire une exposition Masters avec des maîtres. Je serai peut-être moi-même d'ailleurs un maître un jour, mais d'ici là, je suis encore jeune. Mais c'est vrai que j'ai vendu beaucoup d'œuvres. Mais c'est aussi une preuve, parce que c'est vrai que vendre beaucoup d'œuvres pendant 3 mois et disparaître, c'est pas. Enfin, je dis pas mourir. C'est durer en fait. Il y a une durée. Ce qui est le plus dur en art, c'est de durer, tout simplement. Quand Picasso est né en 1880 et meurt en 73, c'est énorme, c'est fantastique. Mais Van Gogh est mort à 37 ans en 1890. Né en 53.
Et pourtant, ouais. Et pourtant, c'était un type. Alors, vous avez un extraordinaire. site, vous avez, voilà, on arrive au terme de l'émission. Les Ah gens oui, ont mais envie de, allez, ils ont envie de vous voir, ils ont envie de voir vos mais œuvres. je suis de partout. Oui, je suis de partout. C'est facile. Il suffit de taper mon nom. En général, je réponds parfois sur mon site, mais c'est rare. Il y a des gens qui répondent, mais c'est compliqué. Bah, on va tenter quand même de vous écrire. Sûr, Merci beaucoup, Giuliano Marinetti, d'être venu nous voir et de nous avoir présenté votre univers. C'est moi qui vous remercie. Je suis tellement flatté d'être sur votre radio. Mais je vous en prie. Incroyable. On vous dit à bientôt alors. Mais bien sûr. Allez, à tout de suite. Bye bye. Au revoir.